Bonsoir et bienvenue dans BBC Info. Voici les titres de ce journal. Premier décès au Burkina Faso lié au coronavirus. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud devient le pays le plus touché sur le continent avec plus de 116 cas. Après l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg et la France, c'est au tour de la Belgique d'entrer en confinement afin de tenter d'endiguer la pandémie. Et la mobilisation continue en faveur de la chanteuse malienne Roukia Traoré. Elle est incarcérée en France suite à un litige sur la garde de sa fille. Les frontières sont fermées au Cameroun. Des hommes et des femmes, des enfants aussi ont été placés en quarantaine. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ces passagers du dernier vol international autorisés à atterrir à l'aéroport de Douala ont été escortés directement pour être confinés. Il s'agit de l'une des mesures prises par les autorités camerounaises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des autorités qui avaient été prises à partie sur les réseaux sociaux, accusées de ne pas assez faire face au Covid-19. Voici un extrait du discours du Premier ministre camerounais annonçant les mesures du gouvernement. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger seront suspendus, à l'exception des vols cargo et des navires transportant les produits de consommation courante, ainsi que les biens et matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. De son côté, l'Afrique du Sud, qui compte plus de 116 cas, se prépare une crise nationale. Plus de 1700 personnes sont bloquées sur un bateau de croisière dans le port du Cap, de crainte que certains soient porteurs du nouveau coronavirus. La psychose se fait de plus en plus sentir, ainsi qu'au Burkina Faso, qui a enregistré son premier décès. Il s'agit de Marie-Rose Compaoré, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Toujours en Afrique de l'Ouest, un premier cas a également été recensé en Gambie. Certains pays prennent donc des mesures drastiques, comme en Tunisie, qui compte selon le dernier bilan 24 cas confirmés et qui a imposé un couvre-feu nocturne sur tout le territoire. Aujourd'hui, 31 pays d'Afrique sont affectés par le coronavirus, pour un total de près de 500 cas selon les derniers rapports. Et le bilan planétaire du coronavirus a franchi le cap des 200 000 cas à travers le monde. 165 pays sont touchés. Visiblement, le virus continue sa propagation. Une explosion rapide des cas qui inquiète même les pays qui n'ont pas encore recensé le moindre cas. Par exemple, au Niger, le président Mamadou Issoufou a ordonné la fermeture des frontières et des établissements scolaires et universitaires. Écoutez sa déclaration à la télévision nationale. Notre pays, le Niger, est pour l'instant épargné. Mais comme les autres, nous ne sommes pas à l'abri de la contagion, car le monde est devenu un village. La faiblesse des systèmes de santé de nos pays nous impose beaucoup plus que d'autres la prévention. En plus des mesures déjà prises le 13 mars 2020, ai-je demandé au gouvernement de prendre les mesures suivantes. 1. Fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zender. Partons maintenant en Belgique. La Belgique, qui accueille de nombreux ressortissants du continent, est le dernier pays en date à annoncer le confinement massif de sa population. Écoles, bars, restaurants et magasins non alimentaires ont été sommés de fermer leurs portes. Olivier Weber. En dernier verre, chaque bar dans le pays de la bière ferme. Sam est barman, les 2/3 de son salaire seront payés par le gouvernement, du moins à court terme. C'est du chômage économique. Après, je ne suis pas sûr de ce qui va arriver. Je crois que moi et mes collègues, on va devoir consulter les syndicats. Mais pour les étudiants qui travaillent ici, c'est fini. Plus de boulot, plus d'argent. En face, le restaurant doit fermer, mais le comptoir à poissons reste ouvert, car considéré comme un bien de nécessité.
Question, restera-t-il encore de la marchandise ? Je ne crois pas que ce sera un problème. Les gens paniquent trop parce que les approvisionnements sont normaux. On n'est pas en guerre, il y a assez de production. Mais oui, les gens paniquent un peu. Les habitants de Bruxelles ont déjà connu un confinement. C'était après les attentats d'il y a 4 ans. Mais cette fois, les mesures sont plus radicales. Tout le pays est concerné. Les écoles aussi sont fermées. Tout le monde peut me voir ? Oui, tout le monde me voit ? C'est exactement comme à l'école. Le contenu des leçons n'a pas changé, mais certains enseignants les donnent par Internet. Je suis à la maison comme vous. Ça se passe plutôt bien, mais il y a un problème. C'est l'aptitude sociale. C'est important pour les jeunes enfants d'être entourés d'autres enfants pour apprendre à vivre en société. Et quand vous êtes séquestrés, c'est juste vous et votre famille. Restez chez vous, un appel lancé aussi dans le quartier des institutions européennes à Bruxelles. Ici, à la Commission, les 32 000 fonctionnaires sont priés de venir uniquement s'ils sont essentiels. En face au Conseil, où sont représentés les États, les réunions se tiendront uniquement au niveau ministériel et supérieur. Un sommet des chefs d'État dans 2 semaines est pour l'instant maintenu. Quant aux Belges, ils restent terrés chez eux en attendant le pic de l'épidémie. La pandémie continue de bousculer aussi les événements sportifs. On en parle avec Emmanuel Coste. Oui, tout à fait, Nicolas. Et cette information concernant John Obi Mikel, milieu de terrain international nigérian, il officiait au club turc de Trabzonspor. Eh bien, Mikel a décidé de résilier son contrat d'un commun accord avec le club turc. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a des craintes dans la perspective de cette propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. D'ailleurs, en Turquie, la Turquie, qui soit dit en passant, est l'un des rares pays à ne pas encore avoir suspendu son championnat de football. Il y a des choses plus importantes que le foot dans la vie, a déclaré John Obi Mikel. Je ne me sens pas à l'aise et je ne veux pas jouer dans ces conditions, donc Dixit, l'international nigérian. En Angleterre, le club de Chelsea, dont le propriétaire est Roman Abramovich, Chelsea d'ailleurs, qui est un des anciens clubs de John Obi Mikel, a décidé de mettre à disposition du personnel du NHS, c'est-à-dire le Service National de Santé, l'hôtel que le club londonien possède juste à côté du stade de Stamford Bridge. Donc le personnel du NHS sera hébergé gratuitement pendant 2 mois. Et puis la petite reine frappée de plein fouet par le coronavirus, à tel point que l'Union cycliste internationale a décidé de suspendre ses activités jusqu'à au moins la fin avril. Ça veut dire que toutes les 4 grandes classiques cyclistes du printemps sont purement et simplement rayées du programme. Sans compter bien sûr que le Tour d'Italie a déjà été reporté, Nicolas. Merci Emmanuel Coste. Et si, comme Emmanuel ou moi par exemple, votre portable est devenu un appareil incontournable, vous devez sûrement vous demander comment bien le nettoyer. Regardez plutôt. Nous savons qu'il est important de se laver les mains, mais qu'en est-il de notre téléphone portable ? Voici un guide pour nettoyer votre téléphone. Tout d'abord, éteignez-le et retirez la coque de protection. N'utilisez pas de produits chimiques, de gel pour les mains ou de lingettes décapantes. Ils peuvent endommager la couche protectrice de l'écran. Prenez juste du savon ordinaire et de l'eau. Humidifiez une lingette en microfibre, vous savez, comme celle utilisée pour nettoyer les lunettes par exemple, et frottez doucement sur les surfaces. Mais ne mettez pas d'eau dans les ouvertures. Enfin, séchez votre téléphone avec une autre lingette en microfibre propre. Nous allons tester si cela fonctionne ou pas. Cet appareil nous permet de voir le développement des microbes. Nous passons donc du coton avant et après le nettoyage. Plus le nombre est élevé, plus il y a de germes. Sur une surface comme celle-ci, il ne faudrait pas dépasser un chiffre de 50. Les lectures prises avant le nettoyage sont en rouge, celles après en bleu. Les chiffres sont nettement inférieurs à l'indice de référence de 50. Mais surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement.
Et pour tout savoir sur le coronavirus, rendez-vous sur bbcafrique.com sur téléphone mobile. L'actualité africaine, internationale et sportive, c'est la BBC dans votre poche. Dans l'actualité également, l'affaire Rokia Traoré. Depuis le 10 mars, la chanteuse malienne est en prison en France et en grève de la faim. Ambassadrice du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, elle se rendait à Bruxelles afin de répondre à une convocation de la justice belge concernant la garde de sa fille de 5 ans, Ouma, dont le père est belge et dont elle est désormais séparée. À la suite de l'audience qui a eu lieu cet après-midi à Paris afin d'étudier la demande de remise à la Belgique de Rokia Traoré, le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 25 mars. La franco-malienne risque 5 ans de prison sous le sol belge. Une pétition exigeant la libération de l'artiste a recueilli plus de 20 000 signatures. Le hashtag #FouilleRokia est également largement relayé sur Twitter. Le gouvernement malien a déclaré suivre, je cite, avec attention la situation judiciaire de Rokia Traoré. Bon nombre de personnalités ont évoqué un traitement injuste et un racisme qui ne dit pas son nom. Parmi ces personnalités, la journaliste franco-congolaise Dominique Chimbakala, qui nous rejoint depuis Paris. Dominique, vous avez rédigé une tribune sur les difficultés rencontrées pour la garde des enfants par le conjoint africain suite à une séparation. On parle bien entendu des couples mixtes. Est-ce à dire que le cas de Rokia, selon vous, n'est pas un cas isolé ? Bonjour à vous, bonsoir, merci de me recevoir. Non, le cas de Rokia n'est pas isolé, il y a des milliers de Rokia, mais juste avant de répondre, je voudrais dire quand même, est-ce que vraiment c'est la place d'une mère de se retrouver en prison depuis une semaine simplement parce qu'elle venait assister à l'audience en appel pour la garde de son enfant? Je pense qu'on peut régler les problèmes différemment. Ce n'est pas un cas isolé, vous savez, parce que ce sont des choses qu'on voit. C'est quelque chose, c'est une situation à laquelle j'ai été personnellement confrontée. C'est pour ça que j'ai fait ce témoignage. Et ce sont des choses qu'on connaît. Quand Felwine Sarr dit que c'est une donnée statistique et structurelle que les parents africains perdent leurs droits sur leurs enfants, souvent à la suite de séparation, ce sont des choses que nous voyons. Alors évidemment, il n'y a pas de statistiques. Donc tout le monde va nous dire, mais il n'y a pas de statistiques. Donc ce sont des cas marginaux. Ça n'existe que dans. Comment vous expliquez cela ? Mais écoutez, je l'explique par plusieurs choses. D'abord par la solidarité masculine, par la solidarité de classe, par la solidarité de couleur aussi. Il suffit d'entendre ce que disent toutes les institutions auxquelles nous sommes confrontés. Il suffit d'entendre leurs réflexions et puis le poids des représentations. Les femmes noires sont souvent perçues comme pas capables, pas légitimes pour élever leurs enfants quand elles se séparent de leur conjoint blanc. Et donc, c'est ce qui se passe quand il y a une séparation. La plupart du temps, la femme noire perd ses droits sur ses enfants ou perd la garde de ses enfants. Et c'est pareil pour les hommes noirs d'ailleurs. C'était aussi le cas concernant votre expérience personnelle ? Absolument. C'est aussi le cas concernant mon expérience personnelle. Ça fait 4 ans et demi que je vis cette situation. Et de voir à quel point, à chaque étape de la chaîne, que ce soit au niveau de l'école, au niveau des institutions sociales, au niveau des magistrats, rien n'a été fait, rien n'a été décelé, et on est confronté en fait à des remarques qui sont racistes. Et je pense que n'importe qui, avec un peu d'honnêteté intellectuelle, lit ce que je raconte de mon expérience, peut quand même se rendre compte que ce n'est pas normal d'être confronté à ça et d'avoir ce type de réflexion. Et comme Rokia Traoré, vous pensez qu'il faudrait continuer le combat ? Bien sûr qu'il faut continuer le combat. Vous savez, c'est jamais évident de faire un témoignage et de raconter sa vie. Mais si je l'ai fait, c'est parce que je pense que les femmes doivent sortir du silence. Les femmes doivent libérer leurs paroles, dire à quoi elles sont confrontées. Les femmes, mais pas seulement les femmes, les avocats qui sont confrontés à ça et qui savent ce qu'endurent leurs clients, qui connaissent ces situations, les services sociaux, certains connaissent également ces situations, les associations, quand vous les questionnez, elles vous disent en effet, ce ne sont pas des cas marginaux. Très rapidement, quel est le message que vous voulez faire passer ce soir ? Le seul message que je souhaite faire passer, c'est qu'il faut que plus de femmes parlent, c'est qu'il faut qu'on libère la parole, que les femmes disent à quoi elles sont confrontées, que les avocats également, voilà. Et surtout, je voudrais apporter évidemment mon soutien à Rokia Traoré. On apprend qu'elle reste en prison et qu'elle continue sa grève de la faim. Ce n'est pas la place d'une mère. Merci Dominique Chimbakala pour votre témoignage. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Paris. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à demain.